Il m'a posé plusieurs questions, d'abord sur le Canada, sur le climat canadien, et peu à peu on en est arrivé à la politique. On a parlé du Proche-Orient, on a parlé d'Europe, on a parlé de l'Amérique, des États-Unis. Certainement que dans certains domaines, le domaine politique, il savait que j'étais un libéral, que c'était le Parti libéral qui avait, comme gouvernement, entrepris des démarches pour reconnaître la Chine. Le président Zhou Enlai lui a expliqué un peu nos rapports parlementaires actuels, mais je ne pense pas qu'il connaisse la politique canadienne par le menu. Même du côté géographique, une bonne partie de ces questions portaient sur la latitude, sur l'Arctique en particulier, jusqu'où on allait vers le pôle Nord, enfin un tas de questions semblables. Mais il en arrivait toujours à des problèmes réels. Par exemple, ayant parlé un peu du climat, il s'est mis à poser des questions sur le blé. Ayant parlé du Grand Nord, il s'est mis à poser des questions sur l'OTAN. Lors du premier banquet, celui offert par Zhou Enlai, le Premier ministre chinois avait reconnu en son homologue canadien un vieil ami que la Chine était heureuse de revoir. Cet hommage, inattendu, plus que cordial, avait de quoi surprendre. Mon Dieu, si ça peut avoir pour effet que nos politiques sont mieux comprises et que les accords que nous avons proposés aient pu être conclus, tant mieux s'ils veulent considérer que je sois un vieil ami. Il y a peut-être un peu de politesse dans cette expression, parce que après mon dernier voyage en Chine, je pense que le livre que Jacques Hébert et moi avons écrit n'a pas dû être accueilli avec un enthousiasme sans réserve par les autorités chinoises, à supposer même qu'ils l'auraient lu. Tandis que cette fois, à quelques reprises au cours des discussions, le Premier ministre Zhou Enlai a pris la peine de dire, et comme vous le disiez dans votre livre, la Chine a fait telle chose, etc. Alors c'est nécessairement assez flatteur de se faire dire ça. J'essayais de lui rendre la monnaie en lui parlant de son intervention en Pologne dans les années 50, etc. Mais tout ça n'a de signification que si ça se traduit dans des relations améliorées entre nos pays, sur tous les plans, commercial, culturel, médical, technologique, politique. Et tant mieux, s'il en est ainsi. Pour le Premier ministre canadien, qui avait d'abord vu la Chine à la fondation de la République populaire en 1949, puis en 1960, ce voyage officiel était bien différent et la comparaison s'établissait sur plusieurs plans. Il y a 13 ans, je me souviens en particulier qu'on était très agressif. Agressif vis-à-vis des États-Unis, agressif vis-à-vis Formose, agressif vis-à-vis du capitalisme, l'impérialisme. On était très agressif vis-à-vis son propre passé comme Chinois aussi. Il fallait faire toutes sortes de démarches avant d'avoir l'autorisation de voir une pagode, de pouvoir visiter un temple ou une grotte religieuse. En 60, on essayait, j'avais l'impression de renier un peu tout ce passé trop récent. Maintenant, 13 ans plus tard, je suis étonné de voir la liberté avec laquelle on veut
non seulement nous montrer les choses autrefois, mais en faire le récit. On sent pour eux le danger de ces menaces, que ce soit Formose, que ce soit le confusionnisme, que ce soit Chiang Kai-shek, que ces dangers-là sont moins présents. On est plus détendu et je pense que ça permet non seulement des rapports meilleurs entre les gens, mais ça fait un contexte plus calme pour nos discussions. Comment vous expliquez cette nouvelle détente? Est-ce que c'est parce que la Chine nouvelle est plus adolescente maintenant quand même? Probablement que 13 ans de progrès leur ont permis d'affermir un peu l'emprise révolutionnaire. Aussi parce qu'il y a eu certains retraits de leurs ennemis. Il est clair que les missionnaires ne sont plus une menace pour la Chine révolutionnaire, il n'y en a plus. Il est clair que Chiang Kai-shek, depuis que les États-Unis sont en relation plus ou moins détendue avec la Chine, n'est plus une menace réelle. Et je pense que cela se traduit dans je le répète, une sorte de détente des relations sur le plan psychologique avec les étrangers. On ne soupçonne pas partout des traîtres potentiels ou des gens qu'il faut à tout prix convertir. Ça ne veut pas dire que par rapport à leur société intérieure, qu'ils ne maintiennent pas certaines craintes, qu'ils ne redoutent pas certains dangers, en particulier le déviationnisme est clairement toujours un danger intérieur par rapport à eux et on nous dit sans embâche que s'il le faut, on fera d'autres révolutions culturelles pour empêcher la réaction d'avoir une emprise ou les déviationnismes d'avoir de l'emprise sur leur révolution. En descendant la rivière Likiang, enchâssée dans les montagnes perdues de ce lointain arrière-pays inaccessible à l'étranger, on ne pouvait s'empêcher d'admirer la grandeur de la Chine, où l'on avait presque atteint un idéal, mais comment l'expliquer? Dans le contexte de toute notre politique étrangère depuis 5 ans, ma grande préoccupation, c'est une préoccupation classique d'ailleurs, a été de faire contrepoids en politique étrangère contre cette présence massive des États-Unis. J'ai voulu une politique à tous azimuts et j'ai voulu d'abord des bonnes relations avec l'URSS parce que ils sont nos voisins de l'autre côté du Nord et parce qu'aussi ils pouvaient nous aider dans certaines de nos politiques arctiques. Étant une nation arctique eux-mêmes, les soviétiques nous ont appuyés, comme on le sait, lorsque nous avons fait certaines démarches pour assurer notre souveraineté dans ce domaine. De la même façon que j'ai voulu